Alors, pour cette session, on va vous parler de présynthèse et donc de l'importance de la présynthèse dans le processus de coordination. Alors bon, quelques petits chiffres. D'abord, qu'effectivement, en règle générale, le gros souci qui puisse exister aujourd'hui dans la phase de construction avec les logiciels, c'est qu'il y a un petit manque de communication les uns avec les autres, ce qui génère de façon assez générique des reprises d'ouvrages, souvent ça se traduisant par des travaux supplémentaires, mais en gros le fait de défaire, refaire, redéfaire, refaire. Et grosso modo, ça a été estimé à 15 milliards de dollars par an en termes de coûts à l'industrie de la construction, soit à peu près 13 milliards d'euros par an, simplement parce que les choses n'ont pas été relativement bien anticipées. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit par des surcoûts en termes de main-d'œuvre, évidemment, puisque si on occupe les gens à faire des choses pour ensuite leur demander de le défaire, puis de le refaire, c'est pas terrible. Ça fait beaucoup de temps passé et beaucoup de temps perdu sur des tâches similaires. Ça immobilise de nombreux engins de chantier pendant bien trop longtemps, puisque pendant qu'on est en train de déposer des choses qui n'ont pas été correctement anticipées, les grues, les engins d'excavation, tout type d'engins de chantier qui peuvent être mis sur un chantier sont occupés à rien faire, ce qui coûte beaucoup d'argent. Ça nécessite d'acheter des matériaux que finalement vont finir à la benne, et du coup il va falloir les remplacer. Donc voilà, tout ça, tout ce gâchis lié aux reprises d'ouvrages, liées elles-mêmes à un manque de coordination et d'anticipation sur le chantier, tout ça c'est un vaste gâchis d'argent. Et en fait, pour essayer d'illustrer un petit peu cette problématique de l'importance de se coordonner correctement en amont d'un projet et d'accorder à la phase de présynthèse l'importance qu'il faut, on va se permettre en fait une petite analogie qui, je pense, est assez parlante, et on va considérer que la phase de synthèse, elle est assez similaire à ce qui peut se passer en fait sur un terrain de football. Et en termes d'analogie, pour bien que vous compreniez, on va considérer que le gardien de but, c'est le responsable de synthèse. Et son rôle à lui, en tant que responsable de synthèse, c'est d'éviter que les problèmes potentiels, donc des interférences sur le chantier ou quoi que ce soit, elles arrivent jusque sur le chantier. Donc en gros, le responsable de synthèse, le gardien de but, son rôle, ça va être d'arrêter les différentes frappes pour les empêcher de rentrer dans le but. Voilà. Donc je pense que jusque-là, c'est relativement clair en termes d'analogie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque, manque de bol, il y a un problème potentiel qui est passé au travers des mailles du gardien? Ça fait des reprises d'ouvrage qui arrivent sur notre chantier, et notamment les gens qui sont impliqués, on va dire, dans la synthèse, donc souvent des bureaux d'études d'exécution, qui sont un petit peu dépités parce qu'il va falloir qu'ils reprennent les choses qu'ils ont faites. Alors, en gros, ce que demande en règle générale le responsable de la synthèse, c'est aux différents intervenants, les gens qui lui fournissent les modèles, de régler le problème. Et pour ce faire, la plupart du temps, à partir de l'analyse qu'il a pu faire de l'ensemble des éléments qui lui ont été fournis, il va envoyer des comptes rendus aux différents BE. Voilà. Et ensuite, à partir de ces comptes rendus, il va essayer l'objet de ces comptes rendus, c'est un petit peu différents tirs qu'il essaye d'arrêter pour d'empêcher sur le chantier. Sachant que chaque problème qui n'est pas anticipé peut avoir un coût relativement important en fonction de la nature du problème, mais vous imaginez bien que parfois, lorsqu'on est amené à déposer par exemple une poutre métallique dans laquelle on a oublié de faire une réservation parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait un tuyau ou quelque chose comme ça qui passe au travers, ça peut avoir un coût important entre la dépose de la poutre,
le retour à l'atelier, la réservation, le fait que la poutre soit de retour sur le chantier, la location de l'engin pour venir l'installer, etc. Donc tout ça, ça chiffre pas mal. Et ben plus on en laisse passer, plus en termes de surcoût, ça finit par coûter assez cher. Et donc, vous imaginez que ici, votre responsable de synthèse, il est confronté à une pluie de frappes. S'il n'est pas protégé, il y a de fortes chances qu'il en laisse passer quelques-uns. Je pense que si un gardien de but, vous lui tirez 25 ballons en même temps, il ne va pas pouvoir arrêter les 25. Donc il a besoin d'être protégé. Et c'est là que va rentrer en ligne de compte différents niveaux de protection qu'on pourrait analyser et considérer comme des lignes de défense. Donc on va avoir une organisation de BIM Manager qui, elle, va gérer chaque équipe de BE d'exécution, qui sont les différentes lignes de défense. Et le rôle de chacune de ces lignes de défense, ça va être de protéger le gardien, donc en gros d'anticiper sur des problèmes pour éviter que le responsable de synthèse soit submergé sous des tonnes de clash qui auraient pu être anticipés. Et donc on va essayer de lui proposer un outil ou des outils qui vont lui permettre et qui vont permettre aux équipes impliquées dans la synthèse de faire de la pré-synthèse. Alors une autre analogie qu'on utilise depuis quelques temps, je pense que vous connaissez, c'est pour illustrer aussi cet état d'esprit, enfin ce process d'importance de la pré-synthèse, c'est de considérer cette phase de coordination comme l'écriture d'un livre. En fait, quand vous écrivez un livre, vous utilisez un logiciel, souvent par exemple Word ou autre, et puis si vous faites une faute de frappe, automatiquement le logiciel il vous dit là t'as oublié une lettre ou t'as pas tapé la bonne, et vous le voyez tout de suite. Donc ça, en fait, on peut considérer ça comme lorsqu'on est en train de modéliser, et puis on se rend compte que on a fait quelque chose qui est pas logique. Par exemple, on est le lot CVC, et puis on va avoir dessiné une gaine, puis on va dessiner un tuyau, alors que c'est nous qui dessinons les deux, on va faire rentrer la gaine dans le tuyau. Bon, ça c'est pas normal, puisque c'est notre propre travail. On devrait être capable logiquement de faire en sorte que ce que l'on modélise soit cohérent et coordonné. Donc ça c'est le premier niveau, on va dire, c'est une vérification rapide. Dans Revit, vous avez ce type d'outil qui vous trouve automatiquement vos propres clashs. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un outil comme Navisworks pour le faire, mais déjà, dans Revit, vous avez déjà cet outil. Ensuite, toujours quand on écrit un livre, la deuxième étape, souvent, une fois qu'on l'a fini, c'est qu'on va le faire relire par un copain, par un proche, qui lui va voir des choses que nous, on n'a pas vues. C'est-à-dire qu'on va prendre un regard extérieur sur ce qu'on a fait. Là, dans le processus de synthèse, c'est comme de demander par exemple au lot structure d'aller regarder, ou pour reprendre les lots techniques, on va demander au lot électricité de regarder ce que lui a fait par rapport à ce que vous avez fait. Et lui, il va pouvoir se rendre compte si, par exemple, il a ses propres chemins de câble qui tapent dans vos gaines, rien qu'entre lui et vous, vous allez pouvoir vous coordonner pour éviter qu'il y ait ce genre de problème. C'est deuxième étape, c'est prendre un regard extérieur. Et puis la troisième étape d'un livre, à la fin, une fois que tout est fini, on va l'envoyer à l'éditeur, qui lui va regarder vraiment de façon approfondie. L'éditeur, c'est le responsable de la synthèse. Et lui, logiquement, il ne doit pas passer son temps à corriger vos fautes d'orthographe. Elles ont déjà dû être corrigées par les deux phases précédentes. Lui, il va s'intéresser vraiment à l'essence même de ce que vous avez écrit. Le responsable de synthèse, il doit s'intéresser aux vrais problèmes, il ne doit pas s'intéresser aux petits problèmes. D'accord? Je pense que vous voyez bien maintenant l'analogie. Alors, pourquoi cette image de moteur d'avion? Est-ce que vous monteriez dans un avion dont vous savez que le moteur, il n'y a pas eu une coordination correcte, précise qui a été faite entre les différentes pièces du moteur? Je pense que vous ne seriez pas super rassuré, quoi. Dans un bâtiment, c'est pareil. Pourquoi ce qu'on demande à un moteur d'avion, on ne demanderait pas, alors peut-être pas au même niveau de précision, mais on ne s'intéresserait pas à savoir si les différents éléments qui vont composer mon projet de construction, ils ont été coordonnés correctement.
C'est toute l'idée de cette phase de pré-synthèse et des outils que l'on met à disposition pour coordonner les choses. Alors pour y arriver, on va utiliser un module de notre plateforme BIM 360. Donc je pense que si vous êtes un aficionados de notre Agora, vous avez dû voir ce slide déjà plusieurs fois. L'idée, c'est simplement de proposer une plateforme sur laquelle on va venir agréger l'ensemble des données relatives à notre projet. Donc ça peut être des plans, des modèles, tout ça. Et ensuite, en fonction de l'endroit où on se trouve dans la phase de projet, de ce qu'on doit faire, on va avoir des modules qui vont nous permettre de travailler et de faire ce que l'on a à faire. Et nous, là, on va s'intéresser à ce module-là, qui est le module de coordination. Et l'objectif, en fait, ça va être de permettre aux différents intervenants du projet de faire l'étape 2 que je vous présentais dans le livre. Ou de faire l'étape de la mise en place des lignes de défense sur mon équipe de foot. C'est-à-dire permettre aux gens de vérifier ce qu'ils ont fait par rapport à ce que les autres ont fait avant de tout donner au responsable de la synthèse. Ou de lui donner des choses qui ont déjà été pré-mâchées. C'est la pré-synthèse. Voilà. Alors, comment ça se traduit? Donc le nom du module, c'est BIM 360 Coordinate. Bon, je pense que le nom parle par lui-même. Et parmi les fonctionnalités qui sont proposées, vous avez la capacité en fait d'agréger des fichiers ou des vues de fichiers. Donc en fait, le principe, c'est que vous allez déposer vos modèles dans lesquels vous avez défini ce que vous voulez avoir de disponible dans votre modèle. Par exemple, si vous travaillez avec Revit, vous allez pouvoir déposer votre fichier Revit, et dans le fichier Revit, vous avez préparé des vues. Et vous, en tant que, par exemple, structure, vous allez avoir déposé une vue de tout le sous-sol, de toute la structure du sous-sol, et puis une vue spécifique sur l'ensemble de la partie où vous avez tous les locaux techniques. Et puis vous allez faire pareil à différents niveaux, vous préparez vos vues. Et puis le gars de la CVC, il va faire pareil. Et il va préparer, parce que vous êtes un petit peu parlé, hein, il va préparer les mêmes vues que ce que vous avez prévu. Et à ce moment-là, le gars de la structure, il dépose son fichier Revit. Alors ça peut être un fichier IFC, ça peut être des fichiers AutoCAD, hein, enfin à partir du moment où c'est de la 3D, parce que pour faire de la coordination en 2D c'est plus compliqué. Mais il dépose ses fichiers, vous déposez vos fichiers, et puis vous avez un environnement où vous allez retrouver en fait une ligne par vue, ou une ligne par fichier, si jamais il n'y a qu'une seule vue dans votre fichier, et vous allez cocher ce que vous voulez voir ensemble. Vous allez dire, je veux voir la structure du sous-sol au niveau des locaux techniques, avec les gaines, enfin le OCVC, au niveau du locaux technique. Vous allez pof cocher les deux, et à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans l'environnement avec une vue de l'agrégation de ces deux modèles ou de ces deux vues. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Deuxième étage, c'est que le système va automatiquement vous trouver toutes les interférences, tous les clashs qui existent entre ces deux modèles. Et il va vous proposer soit de les afficher depuis la vue où vous avez l'affichage graphique des modèles, ou alors il va vous le proposer sous forme d'une matrice. C'est-à-dire que vous allez retrouver sous une forme de tableau, vous allez retrouver vos différentes vues ou vos différents modèles en ligne, en colonne, et puis vous avez le nombre de clashs qui s'affichent à chaque intersection de la matrice. Ça, c'est le deuxième étage. Le troisième étage, c'est que pour chaque clash ou pour chaque groupe de clash, on va pouvoir définir en fait ce qu'on appelle un problème ou une remarque, une observation, qui va ensuite avoir un suivi. C'est-à-dire que par exemple, vous vous rendez compte que vous avez votre gaine qui tape systématiquement avec toutes les retombées de poutre du lot structure. En regardant ça, vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez demander au gars du lot structure, est-ce que tu peux me prévoir une réservation au niveau de toutes ces poutres? Puis là, il va vous répondre, non, je peux pas parce qu'elles sont ferraillées, c'est juste pas possible. Et là, il va vous demander, vous pouvez pas baisser de 3 cm votre gaine? Ah bah si, peut-être c'est jouable. Et puis vous allez régler en fait les problèmes comme ça en amont. Donc quelques aperçus de la façon dont ça se présente. Donc ici, dans l'environnement de BIM 360, vous avez le module Model Coordination et vous avez deux onglets, un onglet modèle, un onglet interférence, clash.
Et ici, vous avez la liste de vos modèles ou de vos vues de modèles. Et puis, comme je disais, on vient juste cocher les choses que l'on veut voir ensemble. Et ensuite, elles vont s'afficher. Vous allez le voir un petit peu après, il y a une petite vidéo. Ça, c'est la vue matricielle. Donc, on est dans l'onglet Interférences. Vous retrouvez vos vues ou vos modèles, donc en ligne, en colonne. Et puis ici, par exemple, je sais que entre le HVAC 3D terrasse et alors ça c'est l'HVAC, puis l'autre ça doit être un autre, vous avez 147 clashs. Donc, lorsque vous avez sélectionné les vues et demandé de les afficher, bah vous avez ce type d'affichage, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec vos modèles agrégés dans l'environnement, dans le viewer de BIM 360, dans lequel vous avez toutes les fonctions traditionnelles, vous pouvez accéder aux propriétés, prendre des cotes, créer des coupes, etc. Et vous retrouvez la liste de vos modèles. À tout moment, vous pouvez rajouter ou supprimer un modèle à ce que vous avez dans votre ensemble. Et l'autre partie, si vous cliquez ici, au lieu d'être sur les modèles, vous cliquez ici sur les clashs, vous retrouvez en fait tous vos clashs qui sont listés, avec à chaque fois le nom de quoi, qu'est-ce qui clash avec quoi, en fait. Donc ici, typiquement, vous avez une dalle qui appartient vraisemblablement au lot structure, qui clash avec des équipements qui appartiennent au lot CVC. Donc on retrouve la logique aussi de Navisworks avec un affichage des éléments d'un groupe en rouge qui clash avec les éléments d'un autre groupe en vert. Donc c'est très visuel puisque tout le reste est grisé. Donc on voit tout de suite les éléments qui clashent ensemble. Et vous avez naturellement l'accès aux propriétés de chaque élément pour savoir effectivement ce qu'il en est. Et à ce moment-là, vous pouvez décider de créer un problème, une observation pour générer une action ou pas. Donc si vous en créez une, on va y venir après, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet ensuite de définir quelles actions il va falloir faire. Mais vous pouvez aussi décider d'ignorer cette problématique. Par exemple, si vous avez un modèle dans lequel vous avez tout un tas de cloisons en placo-plâtre, et puis que vous avez votre lot CVC, vous allez avoir tous les tuyaux de chauffage qui sont de tout petit diamètre, qui à un moment donné vont traverser le mur. Ça va vous générer un clash. Bah, c'est pas vraiment un problème parce que vous savez très bien que sur le chantier, ça va être un coup de perceuse et le tuyau il va passer dedans. C'est juste du placo. On va pas créer une réserve pour ça, quoi. Une réservation, pardon, pour faire passer des tuyaux dans une cloison. Donc dans ces cas-là, en fait, on va pouvoir regrouper tous ces problèmes qui n'en sont pas et les ignorer. Ce qui va enlever un poids énorme auprès du responsable de la synthèse à la fin, parce que lui, il va pas se retrouver submergé sous des centaines de milliers de clashs, parce qu'on aura déjà évacué tous ces trucs qui servent à rien, qui sont pas vraiment des clashs. Pas toujours. Un autre exemple, par exemple, je pense que ici, ce que vous voyez, ces clashs-là, ceux-là, vous avez des équipements techniques qui semblent clasher avec la dalle. Voilà, je pense que dans la modélisation, c'est simplement l'élévation des équipements techniques qui est pas bonne. C'est-à-dire qu'en fait, ils devraient être posés sur la dalle, manifestement ils le sont pas, ils n'ont pas exactement le même niveau zéro. Donc il nous dit qu'il y a un clash entre les deux, alors qu'en fait, en vrai, je pense que la CTA, elle va arriver, on va la poser sur la dalle, on va pas la faire rentrer de 3 cm dans la dalle, quoi. Donc ça, on pourrait imaginer que ça n'est pas vraiment un clash. Donc c'est évidemment, il y a une analyse, un travail à faire, mais le fait de proposer cette solution d'ignorer des clashs, bah, lorsque c'est effectivement pas vraiment problématique, ça permet d'enlever un poids assez important à l'ensemble. Donc par contre, si on considère que c'est un vrai problème, on va être en mesure de créer une observation, donc un problème, auquel cas bah, on retrouve la même logique que dans BIM 360 Docs ou dans BIM 360 Build, où on va renseigner le titre, on va gérer le statut de l'observation. Au début, bah, on va l'ouvrir, et puis ensuite, au fur et à mesure que l'on va traiter la problématique, on va faire évoluer le statut avec prise en compte, en cours de résolution, et puis à la fin, une fois que le problème il est réglé, bon, on va dire ok, je peux fermer cette observation. En fait, on a levé la réserve, quoi. Si on était sur le chantier, on serait dans cette logique-là. Et ce qui est très important surtout, c'est qu'on a la possibilité d'assigner le problème qu'on a créé à quelqu'un
ou à un groupe de personnes, ou à un rôle spécifique, par exemple, dire tous les ingénieurs clim, comme je sais pas trop qui va traiter le problème, je l'assigne à tous les ingénieurs clim du projet. Et puis à ce moment-là, la personne va prendre en compte. Et lorsqu'on assigne un problème à quelqu'un ou un groupe de personnes, la personne ou le groupe de personnes va recevoir en fait un email qui lui indique qu'il y a un problème qui lui a été assigné. Il y aura un lien dedans, il va juste cliquer sur l'URL et automatiquement il va se retrouver dans cet environnement avec exactement la même vue que celle que vous avez, avec donc il voit bien la petite pastille qui lui indique où se situe le problème, il a accès au descriptif, au statut, et il va pouvoir répondre à la problématique. Il va pas le régler dans le logiciel, hein, le problème. Du coup, il va voir, par exemple, si lui, il utiliserait Vstructure et on lui demande de faire une réservation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, ok, donc j'ai une réservation à faire. Il va regarder si c'est possible. À ce moment-là, il va ouvrir Revit. Il va créer la réservation si c'est possible de la faire. Il va mettre à jour son fichier. Et puis, automatiquement, d'abord, le système va se rendre compte qu'il n'y a plus de problème puisque maintenant la gaine elle passe dans la réservation, par exemple. Et puis, deuxièmement, il va pouvoir dire, ok, problème réglé. Voilà. Alors, on peut voir l'ensemble des problèmes qui ont été créés sous une forme de liste hein, aussi, qui seront stockés et accessibles depuis BIM 360 Docs. On peut aussi, sur la page de garde du projet, décider de suivre en fait tous les problèmes de coordination qui ont pu être créés. Et qu'il suffit juste de définir une tuile là ou un pavé, je sais pas comment on s'appelle, une card. Ouais, card c'est naze. Non, c'est card en anglais, mais bon, la traduction est pas terrible. Vous appelez. Simplement la liste de tous les problèmes que l'on a qui ont pu être créés. Donc sous forme, ça fait une sorte de tableau de bord qui nous permet de savoir exactement où on en est dès qu'on lance le projet. Et voici une vidéo qui illustre un petit peu comment ça fonctionne. Donc d'abord on active Model Coordination, donc on retrouve la liste de mes modèles. Ici j'ai ma vue matricielle. Et donc si je décide de cliquer sur celui-ci, là j'ai 18 clashs. Automatiquement, donc il m'affiche mes modèles, il me charge les modèles en question. Donc c'est modèle A en clash avec modèle B. Donc il me charge le modèle A et le modèle B. Et il m'indique immédiatement où se trouvent tous mes clashs. Donc si je veux voir l'ensemble du modèle, je choisis de regarder la version modèle. Si je veux le voir par les clashs, je retrouve ici ma liste. Et dès que je clique, alors je vais faire juste une petite pause. Hop, voilà, juste revenir un tout petit peu en arrière. Tac. Ici, vous voyez que on a cliqué dans un premier temps ici, mais pas sur le carré. Quand on clique sur le carré, en fait, on voit que j'ai conflit avec un autre modèle. Et en fait, je peux potentiellement à ce moment-là avoir un groupe de clash. Comme je disais tout à l'heure, si j'ai une gaine qui tape avec 25 retombées de poutre, il va me regrouper les 25 clashs en me disant c'est un problème, enfin c'est un conflit. Et à ce moment-là, je peux, si je déplie ici le truc, je peux retrouver mes 25, mais je peux aussi les traiter les 25 d'un coup. Donc, dans la façon dont on veut afficher les choses, en fonction de si on sélectionne ou non l'ensemble, on peut voir soit le groupe, soit individuellement chaque clash. Donc là, on crée un problème associé à cette détection d'interférence. On l'affecte au hasard à Monsieur Bale et ensuite, on va par contre définir une date d'échéance. C'est-à-dire que c'est bien joli de dire t'as un problème à régler, mais si on dit pas t'as un problème à régler pour telle date, il y a des chances que le problème ne soit pas réglé à la date qu'on veut. Voilà. Donc en assignant une date d'échéance, la personne en plus va recevoir des rappels lui disant il te reste plus que 2 jours pour régler le problème. Et ça devrait permettre d'avancer sur les choses. Et ici, lorsqu'on a créé des problèmes, en fait, on va retrouver la liste de tous les problèmes qui sont liés aux deux modèles, et on peut naviguer d'un problème à l'autre pour voir un petit peu où on en est, et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans une logique de je vais regarder ce que les autres ont fait par rapport à ce que j'ai fait moi, et essayer d'anticiper et de régler un maximum de problèmes, de façon à ce qu'à la fin de la semaine, quand je vais mettre à jour mes modèles,
bah, le gars de la cellule de synthèse, le responsable, lui va récupérer des modèles qui ont déjà été pré-coordonnés et il va gagner pas mal de temps quoi, par rapport à si ce travail n'a pas été fait en amont. Donc toc, voilà, je suis au bout de la vidéo et je crois que je suis au bout de la présentation. Donc voilà, ben, je vous remercie. J'espère que j'ai été clair au niveau des analogies pour que vous compreniez bien que a priori la synthèse c'est quelque chose qui s'anticipe et plus on se donne les moyens de travailler en amont et de faire en sorte de collaborer et de se coordonner, bah, ça permet après de gagner beaucoup de temps et d'avoir une synthèse bien plus efficace et d'essayer de sauver une partie des 13 milliards d'euros qui s'envolent tous les ans dans l'industrie de la construction juste parce qu'on ne fait pas correctement ce travail-là. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.